Medianoche. Bonjour ou bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarno Posé. Avant de nous lancer dans cette émission, comme d'habitude, je vous encourage à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à venir y interagir avec nous, c'est peut-être cela le plus important. Rejoignez-nous donc sur Twitter, Facebook, également sur notre Discord où vous pourrez discuter avec nous, mais aussi avec la communauté Hello. Je vous encourage également à consulter régulièrement notre site lucarne-opposé.fr pour y lire les dernières actualités de la planète Hello et aussi prendre le temps de vous cultiver entre deux matchs. N'hésitez pas non plus à vous abonner aux différentes chaînes sur lesquelles vous êtes en train d'écouter ce podcast, notamment sur notre chaîne YouTube et sur celle-ci à venir y laisser pouces bleus et commentaires, etc., tout ce qui va bien. Je vous rappelle également que le 13e numéro du Lucarne Opposé Magazine est toujours disponible, mais aussi, je vous rappelle, peut-être ne le savez-vous pas finalement, que nous avons aussi une boutique ou plutôt une librairie qui vous permettra de découvrir les ouvrages de notre propre maison d'édition. La biographie de Garrincha qui est sortie en décembre dernier et qui est forcément toujours disponible, mais aussi la version française des 11 Caminos al Gol, le livre référence pour comprendre Marcelo Bielsa, dont les précommandes viennent d'être lancées. Tous les liens, quels qu'ils soient, réseaux sociaux, sites, boutiques, etc., vous sont donnés dans la description. Place donc au 5e épisode de la saison 4 de Bola Latina, un épisode dans lequel on va s'intéresser à ce qui est, on peut le dire, une des traditions sud-américaines, même latino-américaines à plus grande échelle, mais aussi brésiliennes en particulier, ces fameux surnoms que l'on utilise parfois pour certains joueurs. Et vous l'aurez deviné, si nous nous rendons au Brésil, forcément, je vais être accompagné de notre rubro negro préféré, Marcelin Chamois. Salut Marcelin, comment vas-tu ? Salut Nico, ça va très bien et toi ? Eh ben écoute, ça va. On prépare la fin du championnat brésilien là, qui va te mettre en, en grande tension, non ? Ouais, là il reste 3 journées, ça va être très très serré pour le titre et pour toutes les places à jouer, là il y a rien qui est fait encore. Ouais, il y a un vrai combat. Voilà, au moment où on enregistre, il reste 3 journées et c'est le sprint est assez intense au Brésil. On va rester forcément donc au Brésil et je le disais, on va s'intéresser aux surnoms avant justement de se lancer dans les surnoms. On va faire ce qui est peut-être un rappel pour certains ou peut-être pas, et vous allez voir que c'est pas forcément une question totalement naïve. On va commencer par Marcelin à expliquer comment forment les noms communs, enfin les noms non propres en l'occurrence au Brésil. Comment est-ce que les noms des personnes sont établis? Quelle est la règle? Alors c'est assez simple, on a d'abord le prénom, puis un deuxième prénom, ensuite c'est le nom de la famille de la mère et nom de la famille du père. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des noms à rallonge avec 4 bouts de noms. Donc les 2 prénoms et le nom de famille de la mère, puis celui du père. L'ordre n'est plus obligatoire depuis 1988, mais c'est celui qui reste le très majoritaire. Et en 74, Ricardo Teixeira, donc le futur président de la CBF, a un enfant avec la fille de João Avalanche, qui cette année-là est élu président de la FIFA. Et pour faire plaisir à son beau-père, il va enregistrer son fils sous le nom de Ricardo Teixeira Avalanche, donc avec le nom maternel en dernier. Et puis aussi pour certains joueurs, comme Cássio Ramos ou Gabriel Jesus, Cássio Ramos, le gardien du Corinthians, ils ont un seul nom de famille, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été enregistrés par leur père. Donc en fait, en gros, la règle elle est plus ou moins définie par au moment de l'enregistrement, plus ou moins par le père en fait. Oui, c'est comme ça que ça se passe, avec en général le nom du père en dernier. Alors, ça, c'est ce que l'on appelle, on va dire, le cadre légal. Mais si vous suivez, enfin même sans suivre le football brésilien, hein, l'histoire du football brésilien, je parlais en introduction de la biographie sur Garrincha, c'est un exemple type. On va y revenir. Donc voilà, les exemples sont nombreux, hein, Pelé, Garrincha, etc., etc. Les joueurs et les hommes, hein, finalement, peuvent être uniquement dénommés par un surnom.
Est-ce que justement, cette utilisation, elle a été, je dirais codifiée et est-ce que l'on a une idée, de l'origine de cette tradition finalement? Pour les surnoms, tout est possible, mais ça fait très longtemps qu'ils sont utilisés, parce que le premier match de la sélection brésilienne, contre Exeter City en 1914, il y a parmi les titulaires, Formiga, qui est un surnom, ça veut dire, la fourmi. On peut citer aussi, Neco, qui est la première star du football brésilien, aux côtés d'Arthur Friedenreich, c'est aussi un surnom. Et puis parmi les meilleurs buteurs du championnat carioca, on retrouve en 1912 Mimi Sodré, Benjamin de son prénom, et en 1914 Bartho, qui est le diminutif de Bartholoméo. Donc on va faire une distinction pour le podcast entre le surnom qui est utilisé officiellement par le joueur pour l'inscription par exemple à un tournoi ou sur sa fiche, et le surnom donné par la presse ou ses coéquipiers. Par exemple Pelé qui est un surnom, c'est son nom officiel on va dire, alors que par la presse l'appelait le roi et ses coéquipiers Gasolina. Donc tous ces surnoms-là, on ne va pas les prendre en compte, c'est vraiment ceux qui sont utilisés officiellement. Et aujourd'hui, par exemple, dans le dos au-dessus du numéro de maillot. Mais les surnoms, c'est quelque chose de très ancien et ils sont utilisés dès l'enfance. Donc ça se passe au Brésil, mais c'est vrai que c'est typique de l'Amérique latine. Et il n'y a pas de règles. Ils peuvent être dérivés du prénom ou pas. D'ailleurs, ils peuvent venir d'autre part, ce qu'on va appeler les apelidos au Brésil. Et l'apparition d'un surnom, en tout cas pour les clubs de foot, peut venir lorsqu'il y a un homonyme dans l'équipe. L'exemple typique, c'est la Coupe du Monde 94, pardon, où il y a 2 Ronaldo, et donc le défenseur va devenir Ronaldinho, donc le grand Ronaldo, et l'attaquant, le phénoméno, Ronaldinho. Et donc à la Coupe du Monde 94 et aussi aux Jeux Olympiques 96, le Ronaldo qu'on connaît est appelé Ronaldinho. Et ensuite, quand Ronaldinho, celui du Grêmio, arrive en CSA1, il va être appelé Ronaldinho Gaúcho, donc du nom de l'état d'où il vient, pour faire la distinction avec Ronaldo qui était appelé Ronaldinho. Ouais, alors tu l'as justement touché du doigt hein, à propos des appellidos en expliquant déjà à peu près d'où ça peut venir. Ben justement, on sait que dans des pays comme on le disait, hein, c'est une tradition latino-américaine, mais on sait par exemple que l'Argentine et l'Uruguay, ils adorent ça, les surnoms. Hein. Il n'y a pas un joueur qui n'a pas un surnom. Alors ça, c'est pas forcément inscrit sur le maillot, mais dans les commentaires, si vous écoutez des matchs en VO, voilà, parfois, si vous connaissez pas bien et que les joueurs ne sont dénommés que par leur surnom, ça peut ne pas être évident. On sait que dans ces pays-là, on utilise le moindre prétexte, le moindre élément pour définir le surnom d'un joueur. Ça peut être le physique ou même le caractère du joueur. Hein, voilà. Qu'en est-il au Brésil? Est-ce que, pareil, on utilise le moindre prétexte ou est-ce s'il y a plus de règles? Il y a beaucoup de choses qui peuvent donner lieu à un surnom. Donc il y a le physique ou la nationalité. Au cours de l'histoire, il y a eu des Turcao, Rousseau, Paraguayo, Espagnol. Physique, il y avait par exemple Nariz, qui veut dire le nez. C'est un joueur des années 30 et qui avait effectivement un nez assez prédominant, on va dire. Bigode, c'est la moustache. Et puis oui, physiquement, il y a aussi Tostao, donc le grand Tostao de 70. Tostao, à l'époque, c'était la plus petite pièce de monnaie par rapport à sa taille. Aujourd'hui, on a Keno, qui vient de pequeno, le mot pour dire petit en portugais. On a aussi Magraon, le grand maigre. Dunga aussi, c'est un surnom. C'est l'un des 7 nains, parce que pareil, il était petit. Alors, c'est pas grincheux, ça aurait pu être avec Dunga, mais ça correspond à Simplet au Brésil. Après, on peut citer aussi Hulk. Bon, le surnom est assez évident. D'ailleurs, Et ça puis, joue beaucoup. Je te coupe 2 secondes. D'ailleurs, Hulk, ça joue à fond sur son image. Hein. On le voit avec son arrivée à l'Atlético Mineiro. Voilà. oui, bien sûr. Après, le surnom est utilisé aujourd'hui pour des actions marketing, mais effectivement, le surnom va faire partie du joueur. Il y avait aussi Viola. Viola, c'était les chaussures de marque Premier Prix au Brésil. Et ça montre que le surnom va s'imposer au joueur. En fait, c'est pas le joueur qui choisit son surnom, mais c'est les autres qui le choisissent pour lui. Et il y a souvent des histoires de joueurs qui n'aiment pas leur surnom au début. Du coup, les autres continuent de l'appeler encore plus par ce surnom. Et finalement, le joueur finit par aimer ce surnom. Donc, il y a le physique, mais il y a aussi, par exemple, le caractère. Donc, pour Garincha, c'était un oiseau insaisissable. Pour Néné, ça veut dire bébé, parce que quand il était petit, bon, même maintenant, il pleurait quand il recevait des coups. Donc, ils l'ont appelé Néné. Ganso aussi, c'est utilisé pour les joueurs lents. Donc voilà, il y a tout le physique, caractère. Ça peut être aussi une ville ou un état. Par exemple, il y a des joueurs comme Batatais, Jaou
ou Mococa qui sont également des villes. Et puis ça peut être parfois le nom qui est ajouté à une ville ou un État. C'est le cas par exemple pour Alexandre Pato, qui vient de Pato Branco, mais aussi il y a beaucoup de joueurs avec tous les États. Donc il y a Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Junior Baiano, Doudou Sarens, Marcelino Paraiba, Marcelinho Carioca, qui quand il commence sa carrière au Flamengo est appelé seulement Marcelinho, et quand il va au Corinthians, donc à São Paulo, il est appelé Marcelinho Carioca. Une autre catégorie aussi, c'est la ressemblance avec un ancien joueur. Il y a par exemple Mazola, qui était un joueur de la sélection brésilienne en 58, qui joue après en Italie au Milan AC sous le nom de José Altafini. Mais au Brésil, il est connu sous le nom de Mazola par rapport aux grands joueurs du Torino. Cafu aussi, qui commence sa carrière comme milieu droit, est appelé Cafu en hommage à un joueur qui s'appelait Cafu Ringa, mais ils ont juste gardé le Cafu. Il y a aussi le Müller de la Coupe du Monde 90, qui est appelé comme ça pour Gerd Müller. Dida, le gardien, qui est appelé en hommage à un joueur de Flamengo. Alors je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé Dida, parce que Dida c'était un attaquant, et il faisait 1m64, blanc, donc je ne sais pas si c'est par opposition avec tout ce que n'était pas du coup Dida, Ouais, mais en pour tout le cas coup. il est appelé, ça peut aussi être une explication pour ce surnom. Je n'ai pas trouvé vraiment la raison, mais ça peut l'expliquer. Il y a d'autres joueurs aussi, Mineiro qui a joué la Coupe du Monde 2006. Alors lui il vient de Porto Alegre, mais en fait il ressemblait à un joueur, à un joueur qui s'appelait Claudio Mineiro, puisque Mineiro c'est l'habitant du Minas Gerais. Et puis il y a encore d'autres joueurs. Et puis je signais sur deux exemples. Alors c'est pas des surnoms du coup, mais c'est des prénoms. Il y avait Gilmar Rinaldi qui était le troisième gardien du Brésil à la Coupe du Monde 94. Et il naît en 59, et son père l'appelle Gilmar en hommage au gardien de la Coupe du Monde 58, qui lui, son prénom va en fait de la contraction du prénom de son père qui était Gilberto et de celui de sa mère qui était Maria. Ça a donné Gilmar. Et ensuite, ça a été réutilisé comme prénom pour Gilmar Rinaldi, qui disait quand il était petit, en fait, il n'avait pas le choix dans la cour d'école. Comme il s'appelait Gilmar, il était obligé d'aller au but. Et c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière de footballeur. Et aussi, je voulais parler de Patrick Vieira, qui était un milieu du Palmeiras. Donc on pouvait penser que c'était un hommage à Patrick Vieira, le français. Mais en fait, c'est son vrai nom. Il commence sa carrière sous le nom de Patrick. Et quand il vient au Palmeiras, il y a déjà un joueur qui s'appelle Patrick. Et donc, il rajoute son nom, qui par hasard est Patrick Vieira. Il y a encore d'autres raisons pour le surnom. Il y a par exemple la prononciation. Tim, qui était un joueur de Fluminense et Palmeiras dans les années 30-40, s'appelait Elba, mais sa sœur l'appelait Ti, ça s'est transformé en Tim. Il y a aussi une histoire similaire pour Pelé, puisqu'il allait voir son père jouer, il était joueur de foot, et le gardien de l'équipe s'appelait Bilé, mais Pelé avait du mal à prononcer correctement son nom, il disait Pelé, et c'est resté Pelé du coup. Pour Kaka aussi, c'est son frère qui avait du mal, son prénom c'est Ricardo, son frère avait du mal à le prononcer, et donc il a commencé à l'appeler Kaka. Et d'ailleurs, c'est avec un K, parce que la lettre K était intégrée à l'alphabet brésilien en 90 seulement, et du coup, utiliser un K, c'était un symbole de modernité, et sinon, ça aurait pu être Kaka, CA. On peut parler aussi de Tita, qui a le même prénom que son père, Milton. Ça s'est transformé en Miltita d'abord, puis Tita. Et enfin, il y a une dernière raison, en fait, qui est inconnue. Parfois, même les joueurs ne savent pas pourquoi ils portent tel ou tel surnom. C'était le cas de Dimba, par exemple. Et donc, ça montre aussi que les surnoms sont utilisés dès l'enfance. Ouais, c'est ça, et c'est un héritage, et j'ai presque envie de dire, c'est une chose commune à l'ensemble des pays latino-américains, hein, et on l'a dit, tous les prétextes sont bons, donc le Brésil fait pareil. Tout est bon pour trouver un surnom à un joueur, hein, on l'a vu, hein, donc Marcelin vient de vous faire la liste, et je pense que voilà, on va continuer à avoir des joueurs avec des noms hommages aussi, hein. Moi, tu vois, quand tu parlais, tu évoquais les ressemblances avec les anciens joueurs, ou les hommages rendus, hein, pour Gilmar, par exemple. Je pense au fameux Ronaldo Zinedine mexicain, hein, dont on sait où sont les hommages rendus par les parents, ou la quantité de gamins qui s'appellent Gignac, nés au Mexique depuis moins de 5 ans. Donc voilà, on le voit, tout est prétexte. Et il y a aussi, lié à tout cela, même si on a commencé pareil, hein, à le voir venir dans ta liste, dans ton énumération, c'est vrai que généralement, il y a Pelé,
il y a Garrincha, on les a évoqués. Quand on pense aux surnoms, c'est vrai que très souvent, les premiers qui nous viennent en tête, ce sont des surnoms d'attaquants. Et justement, ça fait poser une question. Est-ce qu'il y a une vraie tendance? Est-ce qu'il y a en termes de recours aux surnoms, est-ce qu'il y a un lien entre le poste et l'utilisation d'un surnom pour appeler le joueur ou pas du tout? Oui, on associe plus le surnom, à des joueurs, offensifs, et spectaculaires. Bah, comme tu l'as dit avec, Pelé, Garrincha, il y a beaucoup d'autres exemples et à l'inverse, les joueurs défensifs utilisent plutôt le prénom nom, à la mode européenne, on va dire, avec, bah, par exemple Thiago Silva, David Luiz ou, à la coupe du monde 98, il y a eu Junior Baiano et César Sampaio et même lorsque les défenseurs, sont spectaculaires, ils peuvent utiliser le prénom nom comme, Daniel Alves ou Roberto Carlos. Donc c'est vrai qu'on associe plutôt, les joueurs les surnoms, aux joueurs offensifs. On le voit, il y a un enrichissement, hein, si on doit parler un petit peu, si on va se la faire un petit peu plus à la scientifique, il y a un enrichissement en termes de surnoms utilisés pour les attaquants. Tu évoquais aussi, bah, parfois, on utilise un État ou une ville pour surnommer un joueur. Nous, on va retourner la question. Est-ce que pareil, l'utilisation des surnoms, elle est variable, elle est différente en fonction des États, voire des villes au Brésil. Est-ce qu'il y a pareil un enrichissement en population avec des surnoms en fonction des États ou pas du tout? Oui, si, on associe les surnoms un petit peu au folklore du football brésilien et à des joueurs, finalement peu sérieux et il y avait un article du OL qui montrait que le Sao Paulo FC, avait la réputation de mettre fin aux surnoms des joueurs lorsqu'ils passaient, dans l'équipe professionnelle, la transition entre la formation et les débuts professionnels. Par exemple, Diné qui est redevenu, Diego Tardelli, Madrugal Leonardo ou encore Edson Ratinho, donc le petit rat qui a repris son nom, Edson Ramos. Et à l'inverse, le staff, donc l'entourage de Paulo Boya, Boya c'est le taureau, donc pour son caractère, avait demandé à Sao Paulo qu'il soit appelé Paulo Henrique, puisque le surnom pouvait montrer un manque de sérieux et du coup empêcher un transfert en Europe. Il y avait un article de Folha de Pernambuco, donc il y a un journal de Recife, on y reviendra un petit peu plus tard, interrogeait les agents de joueurs sur cette question. Et pour eux, un surnom n'empêchait pas un transfert en Europe, bah, tout simplement parce que les Européens ne savent pas forcément que c'est un surnom. Mais par contre, le joueur peut être moqué à cause de son surnom si ses performances ne sont pas bonnes. Et d'un autre côté, le surnom peut aussi aider le joueur à se mettre en valeur. L'article cite en exemple Casarato, c'est-à-dire le chasseur de race que quand il était petit, il avait peur de jouer et il restait sur la touche. Et c'était un joueur assez moyen, mais il était connu dans tout le Brésil, justement, à cause de ce surnom. Et Casarato est originaire de Recife, donc qui est dans le nord-est, et c'est une terre où il y a une population importante d'Indiens et de Noirs, et qui souffre de beaucoup de préjugés. Et donc on pourrait penser qu'il y a plus d'appellidos dans les villes chaudes du nord-est, où voilà, il y a toute une tradition, ou Rio aussi, et moins à São Paulo par exemple, ou dans le sud du Brésil, qui est beaucoup plus européen. Ouais, et qui est donc, on l'évoque un petit peu, le côté un petit peu plus européen. Et justement, on l'a dit dans l'introduction, les surnoms, c'est l'un des charmes de l'Amérique du Sud. C'est l'un des charmes, évidemment, au Brésil. Et donc, tu expliques hein, cette histoire de Sao Paulo qui veut rendre les choses un peu plus sérieuses en arrêtant avec ces surnoms-là. Et justement, il y a quand même, il faut le dire, hein, c'est aussi pour cela que l'on en aborde cette histoire des surnoms dans le podcast. Il y a un courant, il y a de plus en plus de personnes qui justement sont en train de regretter la disparition petit à petit, au fil des années, au fil des époques, presque j'ai envie de dire, la disparition donc des surnoms. Oui, il y avait le journaliste PVC, donc là aussi, un surnom, Paulo Vinicius Coelho de son vrai nom, mais tout le monde l'appelle, PVC, qui écrivait pour Folha de São Paulo, un article justement sur ces surnoms, en prenant en exemple Hugo Souza, donc qui est le gardien de Flamengo, qui est surnommé Neneca, c'est un ancien gardien de Goiás, mais on l'appelle beaucoup Hugo Souza et lui-même préfère être appelé, Hugo Souza. Mais PVC, dans son article, écrit que rejeter les surnoms, c'est nier l'histoire du Brésil, et il cite notamment Pelé, qui sera appelé aujourd'hui Edson Nascimento, et il souligne aussi l'intérêt des surnoms, ce que ça permet de différencier les joueurs. Il prend en exemple Djalma Diaz, qui est un joueur de Palmeiras dans les années 60-70, et son fils Djalminha, qui a joué à la Corogne, ou aussi Junior Baiano, qui commence sa carrière au Flamengo quand Junior termine la sienne, et du coup il ajoute
Baiano pour se différencier de Junior et il va garder toute sa carrière ce nom de Junior Baiano. Mais il y a un consensus pour dire que les surnoms disparaissent au Brésil et avec eux, du coup, l'essence du football brésilien, puisque ces surnoms font le charme du football et ils symbolisent le football arty sur le football força. On avait déjà parlé dans le podcast sur les entraîneurs étrangers, Ouais. où il y a un petit peu ces deux écoles au Brésil, le football arty, donc le jogo bonito, le football bien joué, et football força, qui est plus européen, plus basé sur le physique. Et il y a aussi une opposition entre ce qu'on appelle au Brésil le football raiz. Raiz, c'est la racine, donc le football à l'ancienne, par rapport au football qu'on pourrait appeler européanisé, qui au Brésil est appelé, on peut voir sur les réseaux sociaux, la génération Nutella, ou le prénom de Enzo. En fait, c'est un petit peu cette jeunesse qui connaît pas le football de l'époque. Donc il y a vraiment cette opposition et l'impression de la disparition des surnoms. Je pense qu'elle est renforcée un petit peu depuis le 7-1, puisque après la défaite en 2014, il y a une crise du football brésilien concernant son image. Et l'un des arguments concernant ce déclin, c'était justement la hausse de l'utilisation du prénom nom, à l'image de la charnière centrale de 2014, Thiago Silva et David Luiz. Et on le voit, hein, du coup, on touche du doigt le fait que l'utilisation du surnom et le déclin, la disparition au fur et à mesure de ce surnom, c'est quand même pas forcément anodin, c'est aussi symbolique d'une évolution du football qui touche aussi le Brésil, hein, concrètement. Tu viens de le dire, on en avait déjà parlé justement avec ces entraîneurs étrangers, avec ce processus d'européanisation du football brésilien. Bon, il n'est pas le seul hein, à le subir, mais c'est vrai que pour le coup, on est vraiment sur un point plus culturel, vraiment hein, une histoire d'héritage d'une tradition. Hein. C'est pas un détail le surnom au Brésil. Hein. Oui, le Brésil a toujours navigué un petit peu entre est-ce qu'il faut faire comme les Européens Ouais. ou justement se distinguer. Et c'est sûr que l'une des façons de se distinguer, c'est le surnom, puisque ça se fait au Portugal et en Espagne, mais c'est tout. Et c'est vrai qu'il y a pas plus foot brésilien ou même sud-américain que le surnom. Exactement, et donc voilà. Alors, on va aller un peu plus loin, parce qu'on est comme ça aussi, hein, à Lucarne Opposé, on fait jamais les choses à moitié, surtout quand on discute avec Marcelin. Les gens de la rédaction le savent, chers auditeurs, vous ne le savez peut-être pas, mais voilà. Donc on va aller plus loin, justement, on va essayer d'analyser un petit peu cela, et on va essayer de voir surtout si cette tendance, parce qu'on sait très bien les tendances ou les impressions, ça ne reste des impressions. C'est pas forcément quelque chose de fidèle à la réalité. Alors justement, on va faire une vraie étude. On va se lancer dans les statistiques, dans les analyses statistiques. Je sais que c'est ton petit bonbon, hein, c'est ton petit plaisir, ça, Marcelin. Et donc, on va commencer. On va d'abord commencer par se concentrer sur la sélection, celle que le monde entier a l'habitude de voir à chaque Coupe du Monde. On va regarder plus particulièrement celles qui ont disputé les phases finales de la Coupe du Monde. Et justement, Marcelin, ça donne quoi? L'utilisation des surnoms, la présence plutôt, plus que l'utilisation, la présence des surnoms dans les sélections, dans l'histoire des Coupes du Monde. Oui, j'ai voulu voir si ça se vérifiait justement avec des données. Donc j'ai pris les convoqués de 10 Coupes du Monde. J'ai pris les plus importantes pour le Brésil. Donc il y a tous les titres, sauf 62, parce que c'est quasiment la même époque que 58. Et j'ai rajouté aussi 38, 50 et 82 qui ont été des Coupes du Monde importantes. Et puis sur les dernières années, 2006, 2014, 2018. Et donc j'ai pris tous les joueurs convoqués pour les classer selon le poste, l'état d'origine et le nom utilisé en Coupe du Monde. Donc encore une fois, on ne s'intéresse pas au surnom de la presse, c'est vraiment le nom officiel du joueur. Et on peut voir déjà qu'il y a une répartition égale à un tiers entre le prénom, le surnom qui soit dérivé du prénom ou pas, et enfin le nom de famille avec ou sans le prénom devant. Et on peut distinguer deux périodes, on va dire. De 1938 à 82, c'est très équilibré entre les 5 catégories, même s'il y a quelques points plus distants concernant les appellidos. Par exemple, il y en a 7 en 58, avec le défenseur Oreco, le milieu Zito, mais surtout les 5 attaquants Pelé, Garrincha, Vava, Mazola et Pepe. Et on pourrait rajouter aussi Dida, qui est un surnom qui vient de son prénom, ce qui s'appelait Idivaldo. Et à l'inverse, il y en a seulement 2 en 70, Tostao et Pelé. Et 2 en 82, Zico, ça vient aussi de son prénom, ça s'est transformé de Arthur à Arthur Zico, puis Zico, et Serginho Chulapa. Même s'il faut dire qu'en 82, il y avait 5 joueurs avec un surnom qui était basé sur le prénom, alors que sur les Coupes du Monde précédentes, il y en avait seulement moins de 4. Et on peut citer aussi Socrates, parce que c'est un prénom. En fait, son père était passionné de philosophie, et du coup, ses 3 premiers enfants, ils appellent par des noms de philosophes, donc il y a Socrates, Sophocle et Sosthène aussi.
Puis après, son épouse en a eu un petit peu marre. Et du coup, les 3 derniers sont basés sur le prénom du père qui était Raimundo. Et c'est pour ça qu'on a eu Rai, donc l'ancien joueur du PSG et de São Paulo. Donc ce sont 2 prénoms, mais qui fonctionnent un petit peu comme des surnoms, parce que les Brésiliens peuvent aussi innover dans les prénoms qu'ils donnent à leurs enfants. Et par contre, en 94, on a 7 apellidos, et en plus 5 surnoms qui sont basés sur le prénom. Donc c'est un petit peu contre-intuitif si on veut associer le beau jeu à la présence des apellidos, puisqu'il y a eu peu de surnoms en 70 et 82 de Seleção qui ont marqué l'histoire par leur façon de jouer. Et il y a eu beaucoup plus d'apellidos en 94, où là, même s'ils ont gagné, le jeu était très européanisé encore une fois. C'est la sélection qui est utilisée comme le point de bascule hein, entre la tradition brésilienne et le Brésil européen moderne. Oui, c'est vraiment, ouais, ça se passe entre 86, on va dire, c'est l'échec du Jogo Ouais. Bonito, et puis 90, c'est déjà, on est déjà dans le foot européen, et en 94, ils montrent qu'ils peuvent gagner en jouant ce type Ils, de football. ils assument surtout le fait de renier cet héritage. Oui, et d'ailleurs, depuis 94, on voit une baisse des apellidos, aussi des noms de famille seuls, et à l'inverse, une hausse des prénoms, et des prénoms plus noms, donc ce qui confirme notre impression de départ. Les surnoms qui sont basés sur le prénom restent stables sur la période, avec un point aberrant en 2006, parce qu'on a 10 surnoms qui viennent du prénom. C'est assez bien réparti entre les postes. On a 4 défenseurs, 3 milieux, 3 défenseurs. Il peut y avoir des diminutifs. Par exemple, Chris, son prénom c'est Cristiano, Fred, Federico, Lucio, Lucimar. Et puis il y a les classiques Ricardinho, Robinho, Ronaldinho. Et un aussi augmentatif qui est Luisao. Donc on peut se demander si ces 10 surnoms de 2006 sont un hasard ou représentatifs d'une tendance. Par contre, ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'en 2018, c'est la première Coupe du Monde où il n'y a aucun joueur qui a un appellido, donc vraiment un surnom qui sort un petit peu de nulle part. On n'en retrouve plus un en 2018. Ouais, donc forcément, donc on le voit, hein, il y a cette vraie tendance, elle est basée sur des faits en fait, c'est pas juste une impression. Oui, ça se confirme, et ce qu'on a dit aussi sur les postes, Ouais. ça se voit aussi, puisque les attaquants utilisent très peu le prénom plus nom. Il y a seulement 7% des attaquants contre au moins 20% pour les autres joueurs, et ils adoptent plus facilement un appellido, ils sont 25% contre moins de 15% pour les autres joueurs, et les gardiens utilisent moins le surnom, que ce soit basé sur le prénom ou un appellido. Il y a que 19% des gardiens, 31% des défenseurs, 37% des milieux et 50% pour les attaquants. Donc en fait, plus le joueur se rapproche du but adverse, plus il a tendance à avoir un appellido. J'ai regardé aussi donc pour les régions. Alors j'ai réparti en 6 possibilités. Il y a 3 États, donc São Paulo, Rio et Minas Gerais, dont la capitale est Belo Horizonte. Après, 2 régions, donc le sud qui est très européen, avec des villes comme Curitiba ou Porto Alegre, et une autre région dont on a déjà parlé, le nord-est, où là aussi il y a des différences entre les différents États qui la composent, mais il y a aussi des similitudes culturelles. Et enfin, une autre, j'ai mis autre, où là c'est des joueurs du Nord ou du district fédéral par exemple, mais il y a très peu de joueurs, ça correspond à 4% seulement. Pour le Nord-Est, il y a 11% des joueurs, 15% pour le Sud, 11% pour Minas Gerais, et 25% pour Rio, et la majorité à São Paulo, avec 34% des joueurs qui viennent de cet état-là. Et ce qu'on a dit aussi sur le Nord-Est, ça se confirme, puisqu'il y a 33% des joueurs qui viennent du Nord-Est qui utilisent un appellido, alors que pour les autres régions, c'est 17% au maximum. Ouais, donc tout est confirmé dans les tendances, dans ce qu'on expliquait, dans l'aspect aussi culturel, hein, on le voit, dans le lien avec ce que tu as décrit, hein, le football art. En fait, voilà, plus on est porteur de spectacle, plus on est enclin à avoir un surnom. Hein. Donc on a vraiment cette évolution-là, cette tendance, elle est confirmée. Donc ça, c'est la sélection. Voilà ce que cela donne au niveau de la sélection. Mais donc, nous, on va pas en rester là, parce que ça serait trop facile, parce qu'en même temps, la sélection, c'est aussi, par définition, un tout petit échantillon de la population des footballeurs brésiliens. Donc, on voit que ça baisse pour la sélection. On peut se dire, d'accord, mais c'est à part. Du coup, Marcelin, je vais te poser la question. Si on regarde au niveau du championnat, donc du Brasileirão, pour le coup, ça donne quoi? Oui, j'ai voulu voir si ça se confirmait justement avec le Brasileirão. Alors pour la période 70-2020, j'ai sélectionné 20 joueurs à chaque fois, donc avec le plus de minutes en championnat, en prenant les mêmes années que les Coupes du Monde.
Il y a juste un décalage en 71, parce que c'est le premier Brésilien de l'histoire, donc par rapport à la Coupe du Monde 70. 2003, c'est le premier Brésilien au format européen, donc sans phase finale. Donc je l'ai pris par rapport à la Coupe du Monde 2002. Et j'ai préféré prendre le Brésilien 2020 pour le comparer avec la Coupe du Monde 2018. Donc ça, c'est pour la période 70-2020. Et pour la période 38-58, j'ai pris, parce qu'il n'y a pas de championnat national à l'époque, il y avait seulement un championnat national des sélections d'État, donc par exemple pour Rio, les meilleurs joueurs de Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense faisaient une équipe, et il y avait un championnat. Donc j'ai pris ce championnat pour les années 30, 50 et 59, puisqu'il n'y en avait pas eu en 58, et j'ai pris une répartition par poste qui est similaire à celle de la liste déconvoquée pour la Coupe du Monde en question. Donc là, comme il n'y avait que 20 joueurs, j'ai souvent retiré un milieu et un attaquant, mais disons que à chaque fois, dès que j'avais mes 3 gardiens, en fait, je passais à d'autres postes pour pas que ça soit ça soit truqué un petit peu, puisqu'on l'a dit, il y a moins de surnoms parmi les gardiens, et c'est eux qui jouent le plus de minutes. Donc si je prenais 10 gardiens dans la liste, ça allait être faussé. Ouais, et puis aussi pour rester dans l'esprit, comme tu le dis, dans l'esprit d'une sélection. Sélection nationale, il y a 3 gardiens, donc il faut garder quand même un schéma assez similaire, quoi. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et par rapport à la Coupe du Monde, on peut voir déjà qu'il y a une présence plus importante des prénoms, parce que la part passe de 32% à 45%, et les surnoms basés sur le prénom vont baisser plus fortement que les autres catégories qui baissent aussi. Mais ça se voit surtout sur ces prénoms qui viennent de prénoms, par exemple Marcinho, qui veut dire petit Marcio, quoi. Et il y a aussi une nouvelle catégorie qui est le prénom plus surnom. Donc il y a peu de joueurs, mais il y en a 3. C'est Gilberto Sorriso, donc ça veut dire le sourire, parce qu'il avait toujours un sourire aux lèvres. Augusto Recife et Junior Maranhão, donc Recife et Maranhão, qui sont une ville et un état du Nord-Est. Donc on revient encore une fois au Nord-Est. Si on compare les années de 1938 à 1982, c'est équilibré, et les prénoms restent majoritaires chaque année, sauf en 58 où on a 10 apellidos, en 58 en 59 pardon. Et déjà pour la Coupe du Monde 58, on avait un nombre important d'apellidos, mais ça vient pas du fait qu'il y aurait des joueurs dans les 2 listes, enfin les mêmes joueurs dans les 2 listes, puisque seul Pelé est présent dans les 2 listes, donc c'est des joueurs différents, mais qui utilisent aussi l'apellidos. Et donc on peut dire que le Brésil entre dans son âge d'or avec de nombreux apellidos qui vont baisser en 71, puisqu'il y en a un seul qui est Dada Maravilha, qui était connu sous le nom de Dada Maravilha au Brésil, qui joue la Coupe du Monde 70, mais sous son vrai prénom qui était Dario. Et en 71, on a aussi 5 joueurs qui utilisent le prénom nom, donc c'était déjà utilisé à l'époque. Et aussi, on peut dire que les apellidos, c'était déjà important en 50, parce qu'il y en avait déjà 7. Et donc, on peut se demander si c'est une volonté d'affirmation de son identité sur la scène continentale. C'est quelque chose qui se passe à la fin des années 30 et surtout aux années 40, puisque le Brésil s'est toujours posté un petit peu en dessous du football argentin et uruguayen. Et la décennie des années 40, c'est vraiment une période où ils veulent montrer qu'ils peuvent rivaliser avec ces 2 pays. Et donc, on peut se dire que ils ont voulu utiliser les surnoms un petit peu pour montrer la force du Brésil. Et par contre, après la Coupe du Monde 50, il n'y a pas eu de baisse des apellidos, malgré ce qui a été appelé le complexe du Tirbatard. Donc après la défaite de 50, le Brésilien s'est mis dans une position d'infériorité par rapport aux Européens. Et donc, on aurait pu imaginer que les apellidos allaient baisser à cette période. Et on a vu que ce n'était pas le cas, notamment avec l'année 58. Et en fait, ce qui est intéressant, je te coupe 2 secondes, ce qui est quand même intéressant, même si tu l'as dit tout à l'heure, hein, au niveau de la CDSA, on ne voyait pas forcément de lien entre la période Jogo Bonito et la période européenne, on va dire à partir de 94, véritablement, 90-94. Pour le coup, quand même, on s'aperçoit, tu parlais de l'âge d'or de l'utilisation des apellidos, ça correspond quand même à une période bien particulière dans l'imaginaire collectif de la façon dont joue le Brésil, tu vois. Il y a quand même, pour l'imaginaire collectif, il y a quand même un lien. Et dans ce que représente le football brésilien de ces époques-là. Oui, parce que le Brésil gagne 3 Coupes du Monde entre 58 et 70. Et c'est vrai que c'est la période où on voit le plus d'apellidos, même si ça commence un petit peu à baisser dès 70, mais peut-être pas autant. Et ouais, si on prend par rapport après 94, par exemple, on voit que les baisses, il y a une baisse des noms de famille seuls, et une hausse toujours des prénoms plus noms, parce qu'il y en avait un seul en 94 et 2003, et on passe à 6 en 2006 et 2014, et 5 en 2020. Et par contre, les apellidos restent stables depuis 82, où il y en a 2 ou 3 par année.
et ce sont vraiment les prénoms qui sont très utilisés, parce qu'il y en a 8 au minimum et 13 en 94. Par contre, les surnoms qui viennent du nom, on se rappelle à la Coupe du monde 2006, on a dit qu'il y en avait 10 et dans le Brasileirão 2006, il y en a 0. Donc la vérité est sûrement un petit peu entre les deux, Ouais. puisque bah, ça reste un échantillon de 20 joueurs, donc c'est pas non plus exhaustif, donc il peut y avoir des petites erreurs. Après, si on regarde encore une fois pour la répartition par les postes, le prénom plus nom est utilisé en majorité par les milieux de terrain. Il y a 24% des milieux qui sont concernés. Pour les autres postes, ça se situe entre 11 et 16%. Et il n'y a pas de sous-représentation des attaquants. Mais comme pour les joueurs en Coupe du Monde, les attaquants utilisent plus un appellido. Ça concerne 8% des gardiens et défenseurs, 19% pour les milieux et 28% pour les attaquants. Donc on retrouve encore cette courbe qui monte pour les appellidos, plus le poste est offensif. Et si on compare par région, les appellidos sont présents dans chaque région, entre 14 et 20%. C'est moindre dans le sud où c'est seulement 10%. Et on l'a dit, le sud, c'est beaucoup plus blanc et européen. Donc on retrouve un chiffre légèrement moins important. Même si bah, on peut dire qu'en fait, il y en a dans tous les États et aussi à tous les postes. Mais on voit quand même, hein, on voit, j'espère que vous le sentez, hein, vous qui nous écoutez, qu'il y a quand même, hein, ce n'est pas un détail, ce n'est pas un aspect juste rigolo, hein, l'utilisation des surnoms et la façon dont ils sont utilisés dans l'histoire, hein, du Brésil et du football brésilien, dans ce qui nous intéresse dans notre cas. On voit quand même, hein, Marcelin, que il y a quand même un certain Brésil qui est en train de disparaître. C'est peut-être aussi cela que regrettent finalement les journalistes, cette disparition-là de ce Brésil-là et ce passage dans, alors je sais pas si on peut dire le monde moderne, on va dire, puisque c'est un mot à la mode, le monde d'après. On est dans le monde d'après au Brésil, hein, avec cette lente érosion des surnoms. Oui, on voit quand même que ça se fait de moins en moins. Et bah ouais, je trouve ça aussi dommage, puisque bah, ça fait partie de la culture du football brésilien. En plus, bah, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a toujours une histoire derrière Bah un ouais. surnom. Bah, c'est très intéressant de les connaître. Et c'est vrai, bah, si on prend l'exemple de Garrincha, par exemple, bah, si on prend son prénom-nom, ça fait Manuel dos Santos. Et c'est déjà plus Garrincha, en fait. Ouais, c'est ça. Et alors que pour le coup, Garincha, une fois qu'on sait d'où vient ce surnom-là, je rebondis dessus, hein, une fois qu'on sait ce qu'est le Garincha, on voit l'histoire de Manuel dos Santos, et finalement, oui, ça lui va tellement bien, c'est tellement lui, quoi. Je sais pas si c'est vécu comme ça au Brésil, peut-être que tu pourras me le dire. Est-ce qu'on ressent un petit peu cela comme peut-être une perte d'identité finalement, que cette disparition ou entre guillemets cette érosion des surnoms, finalement, elle se retranscrit aussi parce que c'est pour le coup une critique que l'on fait parfois à la Salessan, à cette perte d'identité footballistique de sa Salessan. Est-ce qu'on voit cela aussi sous ce prisme-là au Brésil? Est-ce que tu sais ça? Oui, et on en parle, bah, surtout oui, après le 7-1 de 2014, il y a eu une vraie réflexion sur l'état du football brésilien et ça faisait partie ouais, des arguments. Et il y a encore ouais, beaucoup de joueurs, surtout sur ce prénom de nom qui est vraiment très européen, puisque bah, il y a des joueurs comme bah, on a parlé de Ronaldo, Socrates, il y a Rivaldo, Neymar aussi, ce sont des prénoms. Et au final, juste l'utilisation du prénom, ça reste assez brésilien, même si c'est pas un apellidos. Mais les joueurs, par exemple Bruno Henrique ou Gabriel Barbosa, ça fait vraiment européen. Et c'est quelque chose qui est regretté, oui, par aussi bien des journalistes que par les supporters. Et parce que c'est une perte d'identité. Si on prend les grands joueurs de chaque Coupe du Monde, il y a énormément de surnoms, de Pelé, Didi, Garrincha, Tostao, Jairzinho, Zico, Careca, Bebeto, Kaká. Mais il y en a beaucoup au début, et au final, maintenant, ça a tendance à disparaître. Et ouais, beaucoup trouvent ça dommage. En même temps que les grandes performances de la sélection brésilienne disparaissent aussi. On va quand même pas terminer parce que après c'est un vaste débat aussi, hein. On va pas terminer sur un côté c'était mieux avant. Voilà, on l'a dit, hein, les appellidos ont quand même une saveur particulière. Mais finalement, Marcelin, il nous en reste quand même quelques-uns des appellidos. Et avant de te laisser en voir quelques-uns, tu parlais de Gabriel Barbosa, on continue quand même de l'appeler Gabigol, hein, pour le coup. Dans les commentaires, c'est souvent Gabigol plus que Gabriel Barbosa. Oui, dans les commentaires, et après sur son maillot, c'était un Gabriel B, Ouais. et lui a demandé à ce que ça soit maintenant, c'est juste Gabi,
Mais oui, l'exemple est intéressant puisque, il y a les 2, comme, Hugo Souza et Neneka. Mais peut-être qu'à une époque, en fait, il y aurait eu que Gabigol, que Neneka. Et là, il y a un petit entre-deux, entre, l'Apellidos et le nom complet. Mais les Apellidos ont toujours été, au final, on voit dans les chiffres, minoritaires dans le football brésilien. Même si ça diminue, en fait, c'était pas non plus tous les Ouais. joueurs de l'époque qui avaient un Apellidos. Faut aussi faire la différence et ne pas tomber dans l'excès inverse en se disant Tout à fait. je pense que les Apellidos participent justement à une romantisation du football d'antan. C'était pas non plus 100% des joueurs à l'époque. Disons que la différence, c'est que les grands joueurs avant portaient souvent des appellidos, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que, effectivement, comme tu le dis, c'est important de le préciser avant de terminer, que ce n'était pas non plus la majorité des joueurs qui avaient un appellidos. Bon, il nous en reste quand même quelques-uns des sympas, non des appellidos dans notre Brasileiran des années 2020, non? Oui, dans les années récentes, bon, j'ai cité Claudio Pitbull, bon, c'est un petit peu moins récent, mais aujourd'hui, on a Iago Pikachu, par exemple, et puis Everton Cebolinha Ouais. aussi, bon, qui n'est plus, qui joue plus dans le championnat brésilien, et voilà, qui était appelé Cebolinha, même si, pareil, son nom, Everton Suarez, peut être aussi utilisé, mais au Brésil, il était plus appelé Everton Cebolinha. Cebolinha, qui est un personnage d'un dessin animé qui s'appelait Turma da Mônica. Et Monica, ça a été aussi l'un des premiers surnoms de Ronaldo Phénoménal, puisque le personnage avait 2 grosses dents devant. Donc Ronaldo, dans son enfance, était appelé Monica, et peut-être que dans une autre ville, il aurait pu jouer la Coupe du Monde sous le nom de Monica. Alors pour le coup, tu évoquais, c'est la bonne conclusion parce que tu évoquais il y a un instant l'aspect romantisation du football brésilien. Je suis pas convaincu que si Ronaldo Phénoménal s'était appelé Monica et avait eu ça toute sa carrière, ça aurait eu le même, comment dirais-je, le même impact sur les esprits quand même, hein. Je pense Je que préfère aussi, ça tue un peu ouais, le bonhomme, hein. je préfère aussi Ronaldo ou Ronaldinho, mais c'est là qu'on voit aussi l'impact des appellidos, puisque au final, ça peut faire une carrière et ça lie vraiment le joueur à cet appellido. Ouais, exactement. Et voilà. Après, aux joueurs aussi, hein, quand il en a un, d'aller continuer à perpétuer cette tradition et surtout de respecter l'appellido qui lui a été donné, hein. Voilà, on le voit, hein, justement. Ronaldo, c'est quand même mieux qu'on l'appelle Phénoménal plutôt que, que Monica. Ça aurait peut-être donné autre chose, on ne sait pas. Mais bon, voilà. Donc, vous voyez, je pense on a bien fait le tour sur cette notion des surnoms. Vous voyez aussi que, voilà, même s'il n'était pas la norme forcément d'utiliser des surnoms pour tout le monde, il y a quand même un espèce de courant de fond, hein, mine de rien, qui montre aussi que le Brésil glisse aussi. Alors on peut aussi imaginer, je parle sous contrôle de Marcelin, qu'il y ait aussi un moment un retour en arrière, hein, puisque tu l'as dit, tu as évoqué le complexe du chien bâtard dans les années 50, qui s'est retourné un petit peu à un moment aussi. On peut aussi imaginer qu'à terme, un de ces quatre... on est je sais pas, une Célestin avec un peu plus d'appellidos et d'un coup ça relance la tendance, hein. Oui, ça peut revenir aussi. C'est vrai que 2018, c'était à la limite choquant qu'il y ait vraiment aucun joueur qui avait un appellido. Et je pense que voilà, ça va évoluer et ça pourra revenir aussi plus tard. Voilà, on verra et on verra justement si jamais s'il revient, si ça sera lié aussi à un autre type de football, à un football, voilà. Mais c'est aussi, je pense que c'est parce que ce Brésil a perdu son football romantique qu'on tend à romantiser aussi tout cela. Écoute, merci beaucoup Marcelin d'avoir passé ce temps avec moi pour parler des surnoms brésiliens. Eh ben, merci à toi. Et puis je vais en profiter donc pour vous remercier d'avoir vous aussi passé ce temps avec nous à suivre cette nouvelle émission de Bola Latina. Je vous fais les derniers petits rappels, hein. N'hésitez pas à nous suivre partout, à venir interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Venez discuter justement de cette évolution des surnoms avec nous, que ça soit sur les réseaux sociaux ou que ça soit sur notre Discord, où vous voulez, où vous le sentez. Voilà, on va vous laisser ici avec cet épisode de Bola Latina et on va vous retrouver très très bientôt. Bonne fin de journée, de soirée, de semaine, de week-end, de ce que vous voulez en fonction du moment où vous nous écoutez. Et à très bientôt les amis.